Bon matin tout le monde, c'est votre topo des marchés en ce vendredi 1er juillet. De notre côté de la frontière, c'est un jour férié. Par contre, les marchés sont ouverts aujourd'hui du côté américain. Eux autres, leur journée fériée va être lundi, donc les marchés vont être fermés lundi, c'est le jour de l'indépendance. Cette semaine, très grosse semaine. Du côté de l'USDA, il y avait des rapports qui étaient très attendus. Dans le grain, c'est un des rapports les plus importants. On parle aussi du rapport des ensemencements. On a les intentions au mois de mars, mais ici, on a les chiffres, j'oserais dire quasi finales, là, qui vont servir dans les prochains bilans mensuels de référence. Il y avait aussi des stocks au 1er juin. Et du côté de la viande, le Hogs and Pigs. Et avant de débuter dans ces rapports-là, ce qui a retenu mon attention cette semaine, les spreads, les fameux spreads. Pour ceux qui sont pas très familiers avec ça, qu'est-ce qu'un spread? Ben, c'est un écart de prix entre la valeur de deux contrats. Pourquoi je parle de ça cette semaine? Ben, vous voyez le graphique ici, hein, une image vaut 1000 mots. Les accords entre, ici c'est le graphique de maïs, les accords entre la valeur du contrat de juillet et celui de septembre, qui est l'échéance suivante, a complètement explosé cette semaine. Pourquoi ça a un impact important? Ben, c'est que ceux qui avaient des contrats physiques avec des prix qui n'étaient pas fermés, qui étaient sous forme de base, à ce moment-là, la référence qui était juillet devient septembre. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'on calcule le prix en fonction de l'échéance de septembre. Donc, on prend le prix que ça nous coûte sur juillet avec la base qu'on avait, et on ajuste la base en fonction de la valeur de septembre. Donc, vous avez compris assez rapidement qu'ici, c'est au-dessus. On est rendu à 1,32. Ça veut dire que si vous aviez des bases, par exemple, à 1$, ben cette base-là vient de passer à 2,32, plus la valeur de septembre. En fait, ça n'a pas d'impact réel, donc c'est le même prix, mais le jeu là-dedans, c'est que si le juillet est rendu une valeur aussi élevée, il y a un fort risque que celle de septembre, une fois que le juillet va être débarqué, ait tendance à aller rejoindre cette valeur-là. Pourquoi la valeur de juillet a augmenté autant? Ben, c'est les quantités physiques disponibles. Les acheteurs, les utilisateurs finaux, s'ils veulent faire bouger les stocks qui restent aux États-Unis, ben, ils ont besoin de payer plus cher. Ce qui fait en sorte que ça fait augmenter le prix court terme et que le prix plus long terme reste quand même plus bas. Si on regarde ici, vous voyez ici, on est à 1,32, c'était le spread là, pour le juillet-septembre 2022. Je suis allé jeter un coup d'œil ce matin à celui de 2023. C'est exactement les mêmes échéances, mais sur 2023, juillet-septembre, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Complètement l'inverse. Puis je vous dirais que le rapport d'hier est venu amplifier, est venu faire baisser rapidement le spread. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté quelques ancrages, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on a ajouté tout près de 500 000 acres de plus en maïs, donc qui fait que au final, le marché anticipe une disponibilité peut-être plus grande que ce qu'on a cette année, qui fait en sorte que la pression risque d'être moins forte. Ça, c'est l'anticipation du marché. Je vous dis pas que ça va être ça rendu là, mais présentement, c'est ce qui expliquerait la baisse. Mon point là-dessus, ben, ça crée peut-être une opportunité de déjà aller protéger cet écart-là, soit via vos contrats physiques ou via le compte de courtage. Ça peut se faire à l'avance, cette protection de spread-là. Même phénomène du côté du tourteau, hein, vous voyez le graphique, hein, encore là, c'est très très évident comme augmentation de spread. C'est exactement le même principe. Hein, la demande est plus forte que l'offre présentement, ce qui fait en sorte que le court terme augmente plus rapidement que l'échéance suivante, qui ici est à août. L'accord ici, ce n'est pas septembre, mais bien à août. Donc là, le danger est encore plus présent d'avoir une augmentation rapide du contrat d'août parce qu'il y a seulement un mois qui sépare les deux échéances, tandis que tantôt on avait 2 mois, donc peut-être que ça peut se calmer en 2 mois, mais en un mois, on peut s'attendre à ce que quand le juillet va débarquer, que le contrat d'août aille rejoindre les valeurs actuelles du contrat de juillet. Donc, si vous avez vu vos bases augmenter, comme là, par exemple, si vous faisiez aujourd'hui de 34$, et qu'on va rejoindre la valeur du contrat de juillet, ben, on paye notre taux de soya, ben, 34$ tonne courte de plus que ce qu'on payait auparavant. Donc, ça fait une augmentation des coûts. Maintenant, passons du côté des rapports. Si on vient aux ensemencements dans le maïs, ben, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'était une augmentation de tout près de 500 000 acres de plus que les intentions d'ensemencement. Certains s'attendaient peut-être à un peu plus d'ancrage, mais il reste que c'est quand même tout de même une augmentation. Mais ça représente quand même une baisse de 3,7% sur l'an dernier. Donc cette année, ce qui est prévu, ce serait tout près de 90 millions d'acres ensemencés, donc à 89,9. Et l'an dernier, c'était 93,3 millions d'acres. Au niveau de la récolte, ben, on parle de 85,4 l'an dernier et on serait à 81,9 cette année.
Ce qui fait en sorte que l'augmentation des ancrages, prévus, récoltés, ça nous donnerait une augmentation, si on regarde les rendements actuels, là, à 177 boisseaux à l'as qui est prévu, ce serait 45 millions de boisseaux de plus de disponibles pour l'utilisation. Maintenant, du côté du soya, on parle ici des ensemencements. On s'attendait en mars à 91 millions d'acres. Ici, il y a eu un recul important entre les intentions et les semis. On passe de 91 à 88,3 millions d'acres. C'est quand même une augmentation sur l'an dernier de 1,1 million d'acres de plus que l'an dernier, 1,3% supplémentaire, mais c'est beaucoup moins que ce qu'on s'attendait dans les intentions d'ensemencement. Au niveau de la récolte, ben évidemment, avec 91 millions d'acres, on s'attendait à 90 millions récoltés. Ça serait plutôt 87,5, ce qui versus le 86,3, ce qui fera en sorte que le 87,5, et le 90 dans les intentions d'ensemencement, ben on vient de retirer 133 millions de boisseaux à notre bilan si on considère les rendements actuels prévus. Donc, les stocks de fin, en fait, là, dans le soya pour la prochaine récolte, les chiffres vont être revus à la baisse dans le prochain rapport, évidemment, en fonction de de cette nouvelle information-là. Au niveau du blé, les intentions d'ensemencement étaient de 47,4 millions d'acres. On serait plutôt à 47,1, donc environ 300 millions d'acres de moins que ce qui avait été anticipé. Ça reste quand même une augmentation de presque 1% sur l'an dernier. Au niveau des superficies récoltées, on serait à 13,6 versus le 13.1 qui est 37.6, versus le 37.1 dans les intentions d'ensemencement. Donc, on vient ajouter environ 25 millions de boisseaux de plus dans le bilan disponible de plus dans le bilan du blé, en considérant évidemment les rendements actuels. Si les rendements sont revus à la baisse ou à la hausse, ben, ça vient jouer sur l'augmentation ou la baisse des stocks disponibles. Et en parlant de stocks, ben, au niveau des stocks américains, on parle d'un 4,5 milliards de boisseaux, versus l'an dernier, on était à 4,1, donc c'est une augmentation des stocks, hein, c'est pas une surprise, là, c'est sorti pas mal en ligne avec les chiffres qui étaient attendus. Au niveau de l'usage, ben, par contre, c'est une diminution de l'usage de la période de mars à juin de 175 millions de boisseaux. Dans le bilan actuel, l'USDA prévoit déjà une baisse de 300 millions de boisseaux annuels pour l'année entière, là, en termes d'utilisation. Donc, ça devrait être ça devrait pas avoir beaucoup d'influence sur les chiffres de l'USDA dans son prochain bilan. Au niveau du soya, ben, c'est une augmentation là aussi des inventaires. On était à 769 millions de boisseaux l'an dernier. On passe à 971, donc 167 millions. Désolé pour la petite interruption, il va y avoir sûrement une coupure là, quand vous allez regarder la vidéo. On revient à notre soya, oui c'est ça. Il y a une augmentation d'utilisation de 167 millions de boisseaux sur l'an dernier. L'USDA prévoit actuellement au niveau, sur une base annuelle de 100 millions de boisseaux. On verra comment ça va être ajusté là, dans le prochain bilan. Au niveau du blé, les stocks sont plus bas que l'an dernier, c'est pas une surprise. Hein. Il était à 845 millions de boisseaux l'an dernier, on est à 659 millions de boisseaux, et c'est une diminution de l'usage de 102 millions. Actuellement, l'USDA prévoit un recul de 50 millions sur une base annuelle de l'utilisation du blé. Encore là, il risque d'y avoir des petits ajustements dans le prochain bilan. Ça compléterait pour ce qui est des rapports dans le grain de l'USDA. Maintenant, si on continue avec nos valeurs de marché, évidemment, ici c'est notre contrat de septembre. Vous voyez ici sur le graphique, il y a eu une baisse importante. La baisse qui est entamée il y a de cela quelques semaines se poursuit présentement. Avec l'augmentation des ancrages, mais ça pourrait continuer dans les prochaines semaines. Fait que présentement, le marché est à 6,23 du boisseau pour le contrat de septembre. Si on va voir du côté du soya, le scénario est un peu différent. On a connu une baisse importante dans les dernières semaines. On a eu un rebond au début de la semaine, mais là on termine la semaine. On risque de terminer la semaine tout près des valeurs où est-ce qu'on a débuté en fait là, à 15,26.
Au niveau du tourteau de soya, je vous dirais qu'on est comme pris dans un genre de corridor de côté. Hein. Quand vous regardez le graphique ici, là, les hauts sont à peu près toujours au même niveau, autour de 430, et les bas autour de 400, entre 405 et 410. On verra si on est capable de sortir de ce corridor-là dans les prochaines semaines, mais pour le moment, ça évolue, je le dirais, de côté dans cet écart actuel. Au niveau du blé, le graphique ici parle de lui-même, hein, c'est des baisses en continu. On est à veille d'aller rejoindre les valeurs qu'on avait avant le début du conflit en Ukraine. Je pense que la poussière commence à retomber tranquillement, même si le conflit n'est pas terminé. Je pense que le marché a espoir que, de un, le grain ukrainien puisse bouger, et de deux, qu'il y a d'autres pays qui peuvent prendre la relève. Hein. Je l'avais déjà mentionné là, dans une précédente capsule, mais l'écart de production au Canada pourrait compenser les pertes en Ukraine. Le Canada à lui seul, donc je pense que c'est ça que le marché est en train de jauger. Il y avait beaucoup d'incertitudes là-dedans, mais je pense qu'on est en train de voir que ça pourrait peut-être finalement s'équilibrer. En tout cas, on verra. Là. On n'est pas rendu encore à la récolte et encore moins aux exportations à l'automne. Mais pour le moment, le jeu se calme de beaucoup. Vous voyez la baisse hein, sur une semaine de 6,5% encore une fois cette semaine pour le blé. Maintenant, si on va voir du côté du porc, c'était le fameux Hogs and Pigs cette semaine. Et attendez un petit peu, j'ai perdu mon graphique ici. On va ouvrir ça. Oui, il y a un chiffre à retenir dans ce rapport-là. Hein, je vous dirais c'est moins 1%. Si je faisais la moyenne de tout ce qui était en rouge dans cette colonne-là, c'était à peu près ça, autour de moins 1%. Pas de grande surprise, hein, c'est des valeurs qui étaient tout près des estimés du marché. Donc, on parle d'un cheptel à 72,5 millions de têtes, cheptel total. Ça fait une baisse de 0,9%. Au niveau des truies, même principe. Hein, on était à 6,2 l'an dernier. On est à 6,22. On est à 6,17. Recul de 0,8% du nombre de truies. Au niveau des inventaires, des stocks actuels, c'est la même chose. Hein, recul d'environ 1% partout. C'est vraiment le chiffre magique. Là. Puis les intentions de mise bas sont grosso modo aussi environ en baisse de 1%. Donc, ce qu'il y a à retenir là-dedans, c'est qu'il n'y a pas d'expansion encore sur le radar, ni dans les stocks, ni dans les intentions de mise bas. Donc, pour avoir un recul encore de la production pour les prochains mois et en début d'année, parce que quand on parle d'intention de mise bas de septembre-novembre, vous avez compris que c'est des porcs qui vont se vendre au début d'été 2023, donc même pour le début de l'année 2023, ça reste des baisses anticipées de production, donc essentiellement ça reste positif pour les prix, en autant que la demande demeure forte. On parle de récession, est-ce qu'il pourrait y avoir une baisse significative de la demande, tant du côté des exportations que du côté marché domestique. Sur le marché domestique, bon, on sait que l'économie n'a pas tellement d'importance, c'est une demande plutôt inélastique. Donc, ce que ça signifie, c'est que l'économie aille bien ou mal, la consommation de porc reste à peu près la même, et c'est sûr qu'il y a des variations, mais c'est pas des variations importantes. Donc, s'il y a encore un recul de la production, s'il devait y avoir une baisse encore des exportations, mais tu sais, chaque pourcentage de production en moins représente 5% de baisse des exportations. Donc, je pense que ça pourrait compenser le recul des exportations. Donc, ça reste quand même très positif. Puis, dans le porc, c'est des baisses aussi en Europe hein, qui sont prévues. Les principaux producteurs, outre le Brésil, là, qui est en croissance, les principaux producteurs, qui est l'Europe et la Chine, c'est des prévisions de baisse de production. Donc, si la production mondiale demeure en baisse, ça pourrait aider à maintenir les prix dans les prochains mois, évidemment. Et puis ce que je surveille, c'est qu'on parlait que la PPA était rendue aux frontières de la France. On était en Allemagne, on est en Italie. On parle de la France et l'Italie et la France sont voisins de du principal producteur de porc, principal exportateur, excusez, de porc européen. Si l'Espagne devait avoir la PPA, ben vous avez compris assez rapidement que si ces frontières-là se ferment, le marché européen va complètement s'écrouler, mais ça ouvre les portes pour l'exportation pour les autres producteurs. Donc, ça pourrait être extrêmement positif pour les prix ici en Amérique dans un scénario comme celui-là. Maintenant, si on regarde nos valeurs de marché, vous voyez le contrat de juillet, hein, pas beaucoup de mouvements, c'est des mouvements plutôt de côté. On peut pas dire qu'il y a une tendance claire présentement là, dans le marché du porc.
Ce qu'on peut dire par contre, c'est que le risque présentement, c'est la découpe. Hein. La découpe est actuellement sous la valeur du prix cash. Est-ce que les abattoirs vont continuer à maintenir ce rythme-là, continuer à payer les prix qu'ils paient là compte tenu de la valeur de la découpe finale? Est-ce que le marché d'exportation est assez payant pour compenser? Parce que vous comprenez que la valeur de la découpe, c'est pour le marché américain. Est-ce que le marché d'exportation est assez payant pour compenser ces pertes-là qu'on voit là, quand on fait la soustraction entre les deux valeurs? Soit que c'est ça, ou que les abattoirs américains anticipent vraiment une forte hausse des prix pour les prochaines semaines, mois. Ils sont prêts à payer le prix présentement pour stocker, parce qu'en sachant qu'ils vont vendre possiblement plus cher plus tard. En tout cas, l'avenir nous le dira, mais ça reste quand même un facteur de risque. Si les abattoirs veulent continuer à maintenir le prix actuel, compte tenu de la baisse de la valeur de la découpe. Hein, c'est la découpe, si elle devait augmenter, ce serait positif pour les prix. En tout cas, c'est à surveiller là, dans les prochaines semaines. Vous voyez ici, on est à 1,9, c'est notre contrat de juillet, celui-là ici, comme je vous disais tantôt, il n'y a pas de grosse variation, ça reste quand même positif présentement, là, tant sur le plan technique que sur le plan fondamental. J'ai sorti ici les prix du contrat de l'été prochain. Le même contrat, c'est juillet 2023, on est rendu à 264 du 100 kg. C'est pas tout à fait dans les sommets. Les sommets, on était plus autour de 2,70, mais on est quand même pas très loin de ces sommets-là. Mon point, pourquoi j'amène ce graphique-là, ben évidemment, vous avez vu les prix des grains, hein, tantôt, ils sont à la baisse présentement. Ça pourrait peut-être commencer à être intéressant à regarder pour booker des marges positives pour l'été 2023. Et éventuellement, si le prix des grains continue à reculer, ben ça pourrait reculer dans le test, c'est-à-dire pour le printemps et l'hiver 2023, pour être capable d'aller protéger des marges dans le vert à ces niveaux de prix-là. Maintenant, si on va voir du côté de la devise, hein, la devise, beaucoup de mouvements, hein, des hauts et des bas, je pense que c'est au gré des marchés boursiers. Le marché boursier monte, descend, le dollar est très influencé présentement par ce qui se passe sur le marché boursier. Les craintes de récession pèsent lourd encore sur la bourse. Donc, le recul de cette semaine de la valeur du dollar canadien, bon, en fait, il n'a pas tellement reculé, mais vous voyez qu'il avait augmenté en début de semaine pour finalement finir la semaine. Vous voyez, présentement, ça bouge, là, mais on est à un tiers de point de baisse, à 77,3. Les marchés boursiers sont ils influencent grandement. Les craintes de récession, présentement, influencent grandement le dollar canadien. Donc, de savoir où le dollar canadien va se stabiliser, on verra. Depuis quelques semaines, on joue entre le 78 et le 77. Est-ce que ça va être la nouvelle norme? On verra, mais comme je vous dis, ça va être ce qui va se passer possiblement sur le marché boursier qui va déterminer où est-ce qu'on s'en va. Les hausses de taux au Canada, est-ce qu'ils vont suivre celles américaines? Hein? Les Américains ont monté de 3/4 de points. Est-ce que la Banque du Canada va suivre le même rythme? C'est peut-être aussi ça qui pourrait relancer le dollar canadien. Si on suit le même rythme, à ce moment-là, le dollar pourrait rebondir là-dessus. Mais pour le moment, on va falloir attendre la prochaine rencontre de la Banque du Canada pour être fixé. Donc, j'espère encore une fois que ça vous a plu. S'il y a des informations qui n'ont pas été couvertes, ben écoute, gênez-vous pas. Vous pouvez me joindre soit par courriel au fournier@bernardbreton.com ou vous pouvez m'appeler au 418-475-6641, poste 147. Et sur ce, ben, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci, bonjour.